On les voit partout, ces chiffres, dans les sondages politiques, les études de marché, partout. Mais comment est-ce que quelques centaines, ou même quelques milliers de personnes peuvent nous dire ce que pensent des millions d'autres? On a l'impression que c'est un tour de magie. Alors comment ça marche? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Voilà la question que tout le monde se pose, non? On lit ça et on se dit, attendez, 52%? Mais ils n'ont parlé qu'à 1000 personnes. Comment peut-on être aussi sûr avec un si petit groupe? On se dit qu'il y a une astuce. Eh bien oui, il y en a une. Et cette astuce, c'est les statistiques. Alors, pour comprendre ça, il faut juste avoir en tête deux mots super importants. D'un côté, il y a la population. Ça, c'est tout le monde, le groupe entier qui nous intéresse. Et de l'autre, il y a l'échantillon. C'est le petit groupe qu'on va réellement interroger. Forcément, on ne peut pas parler à toute la population, ce serait impossible. Alors, on se base sur cet échantillon pour se faire une idée de l'ensemble. Mais bon, c'est là que ça se corse un peu. Choisir un échantillon, c'est un peu comme pêcher dans un lac immense avec une petite épuisette. À chaque fois qu'on plonge l'épuisette, on ne remonte jamais exactement les mêmes poissons, ni dans les mêmes proportions. Et ça, c'est vraiment le point crucial à comprendre. Le résultat qu'on obtient avec notre échantillon, par exemple nos 52%, eh bien ce chiffre a très très peu de chances d'être le chiffre exact parfait pour toute la population. C'est une sorte d'instantané, une excellente estimation, mais ça reste une estimation. Regardez un peu ce graphique, c'est fascinant. C'est ce qui se passerait si on refaisait notre sondage des milliers de fois. On voit bien comment les résultats dansent autour d'une valeur centrale. Certains sont un peu plus hauts, d'autres un peu plus bas. Aucun n'est identique. C'est ça, la fluctuation d'échantillonnage. En fait, chaque sondage, c'est une version un peu différente de la vérité. Pourquoi? Simplement à cause du hasard des personnes qui ont été choisies. Et cette part de hasard, on l'appelle l'aléa. C'est lui qui fait bouger les chiffres d'un sondage à l'autre. Alors, si chaque échantillon est imparfait, à quoi bon faire des sondages? C'est là que les statisticiens ont une idée de génie. Au lieu de se battre contre ce hasard, ils ont décidé de l'apprivoiser, de travailler avec lui. La première chose qu'ils ont comprise, c'est qu'il fallait arrêter de chercher la perfection. Essayer de trouver le chiffre unique, exact à la virgule près, c'est une mission impossible. En fait, c'est tout simplement se poser la mauvaise question. Et voilà le déclic, le changement de perspective qui a tout changé. Au lieu de chercher un point précis sur une carte, ils se sont dit « et si on cherchait plutôt une zone ?» Une plage de valeur à l'intérieur de laquelle la vraie réponse a de très très fortes chances de se trouver. Et cette solution brillante, elle a un nom, l'intervalle de confiance. Ce n'est plus un simple chiffre balancé comme ça. C'est un chiffre qui vient avec sa propre notice qui nous dit honnêtement, voilà mon estimation et voilà la marge d'incertitude qui va avec. C'est beaucoup plus malin et surtout beaucoup plus utile. D'accord, l'idée est bonne. Mais concrètement, comment on la calcule, cette fameuse fourchette? Allez, on jette un œil sous le capot sans se perdre dans les maths, promis. Oula, je sais ce que certains pensent en voyant ça, des maths, mais respirez, pas de panique, on ne va pas sortir les calculatrices. Parce que même si ça a l'air compliqué, le principe derrière est aussi simple qu'une recette de cuisine. Et voilà la recette, c'est tout simple. D'abord, on prend le résultat de notre sondage, nos 52%. Ensuite, on calcule ce qu'on appelle une marge d'erreur. Et cette marge, on va l'ajouter et la soustraire à notre 52%. Cette marge, elle dépend surtout de deux choses. Le niveau de confiance qu'on veut atteindre et bien sûr, la taille de notre échantillon. Et ça, c'est logique. Plus on interroge de monde, plus on est précis. Et donc, plus la marge d'erreur diminue. Bon, maintenant on arrive au point peut-être le plus délicat, mais aussi le plus important, ce fameux niveau de confiance. Quand on lit « confiant à 95%», qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Ce chiffre, 95%, on le voit absolument partout. C'est le standard de fiabilité dans la plupart des domaines, de la recherche scientifique au sondage d'opinion. C'est en quelque sorte la référence, l'étalon mort de la confiance statistique. Alors là, attention, c'est un peu contre-intuitif et c'est l'erreur que presque tout le monde fait. Confiant à 95% ne veut pas dire qu'il y a 95% de chances que la vraie valeur soit dans cet intervalle précis qu'on a sous les yeux. Non, l'idée elle est plus subtile. Ça veut dire que la méthode qu'on a utilisée pour fabriquer cette fourchette, eh bien elle est fiable à 95%. Si on refaisait l'expérience 100 fois avec 100 échantillons différents, notre méthode capturerait la vraie valeur 95 fois sur 100. C'est une confiance dans l'outil, pas dans un seul résultat. Alors, si on récapitule notre petite aventure, c'est simple. On admet qu'on ne peut pas parler à tout le monde, donc on prend un petit groupe. On accepte que ce groupe n'est pas parfait à cause du hasard. Du coup, plutôt que de donner un chiffre unique qui prétend être la vérité, on calcule une fourchette de valeurs plausibles. Et enfin, on attache à cette fourchette un label de qualité, notre confiance de 95% dans la méthode.
Au final, tout est une question de perspective. Un chiffre seul, sorti de son contexte, peut être trompeur. Une fourchette, elle, raconte une histoire bien plus complète et surtout bien plus honnête. La vraie information, elle n'est pas dans le chiffre, mais dans l'intervalle qui l'entoure. Alors la prochaine fois qu'on lira un sondage, la question est, va-t-on se focaliser sur le gros chiffre ou chercher la petite fourchette qui, elle, dit toute la vérité ?